8 millions de dollars suffisent à rompre une inertie ancienne. Au Burkina Faso, cette somme finance une usine de tomates qui retient la valeur sur place, tandis que le solaire Yelen éclaire plus de 150 villages et que plus de 300 000 personnes en tirent déjà un bénéfice concret. En parallèle, 500 millions de dollars et des centaines de kilomètres asphaltés vers la Côte d'Ivoire recernent les échanges. Si ces maillons s'emboîtent, que signifie réellement pour vous ce pari d'Ibrahim Traoré ? Au-delà des slogans, une promesse simple, une épreuve durable. Ce récit fait une promesse claire, mais expose aussi un risque réel. Il s'agit de comprendre comment un pays longtemps dépendant peut transformer des projets concrets en autonomie mesurable, sans s'effondrer au premier choc externe. Pour le lecteur, l'enjeu est simple. En 10 minutes, saisir ce qui fonctionne, ce qui reste fragile, et ce que cette trajectoire révèle sur la capacité d'un État à produire par lui-même. La question n'est donc pas l'admiration, mais l'épreuve de durabilité. Si l'agriculture se stabilise, si l'énergie reste continue, si les routes tiennent dans le temps, alors le modèle gagne en crédibilité. Sinon, l'élan peut se disperser. Ce cadre permet d'évaluer les décisions associées à Ibrahim Traoré non comme un symbole, mais comme une suite de choix observables, avec des gains, des limites et des conséquences tangibles. Dans cette lecture, chaque donnée, chaque chantier, chaque témoignage sert de repère pour juger si l'élan actuel peut devenir un cadre stable, capable de résister aux crises agricoles, énergétiques ou logistiques qui ont freiné le pays. 8 millions de dollars ont suffi à déplacer une ligne de fond et plus de 300 000 personnes en ressentent déjà l'effet direct. Ces deux chiffres, modestes pris séparément, révèlent ensemble une logique précise, transformer des contraintes structurelles en leviers productifs selon une méthode progressive associée à Ibrahim Traoré. Ne tient pas à la taille des budgets, mais à leur articulation. Une usine de transformation de tomates absorbe des récoltes autrefois perdues, stabilise les revenus agricoles et crée un débouché local continu. En parallèle, le programme solaire Yelen apporte une énergie régulière à plus de 150 villages, prolongeant l'activité économique et sécurisant les services essentiels. Ce tandem agriculture-énergie pose les bases d'une autonomie mesurable, car il relie production, transformation et usage final dans un même espace national. Le contexte rend ce mouvement d'autant plus significatif. Pays enclavé, longtemps dépendant d'importations coûteuses et de corridors logistiques fragiles, le Burkina Faso faisait face à une accumulation de blocages. Pertes post-récolte, accès irrégulier à l'électricité, routes incomplètes. La tentation aurait été de privilégier un projet unique, spectaculaire, mais isolé. Le choix opéré consiste au contraire à multiplier des chantiers complémentaires, chacun renforçant l'autre. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un point focal que comme un coordinateur d'ensemble. Les décisions observées privilégie la production intérieure, la formation locale et la réduction des fuites de valeur. L'objectif implicite n'est pas la rupture brutale avec l'extérieur, mais la construction d'un socle capable d'absorber les chocs. Ce premier repère éclaire donc la question posée au départ. Si des montants limités, bien enchaînés, peuvent générer des effets systémiques, jusqu'où cette méthode peut-elle porter avant de rencontrer ses propres limites structurelles ? Pour saisir comment les premières de transformation prennent forme, il faut quitter les chiffres et regarder les trajectoires humaines qu'elles réorganisent. Près de Bobo Dioulasso, Abdoulaye, agriculteur, voyait autrefois une partie de ses récoltes se perdre sous le soleil, faute de débouchés stables. L'ouverture de l'usine de transformation modifie cet équilibre. Il découvre un acheteur local régulier, des délais prévisibles et une valeur ajoutée qui reste dans sa région. Son revenu cesse de dépendre uniquement du transport ou de l'urgence de vendre, et la coopérative à laquelle il appartient peut planifier plutôt que subir. Plus au nord, dans une zone sahélienne longtemps marginalisée, Aïcha incarne un autre versant de cette mutation. Formée dans un programme solaire local, elle assure désormais la maintenance des installations du programme Yelen dans son village. Chaque soir, la lumière reste stable, les soins nocturnes sont sécurisés, les écoles ajustent leurs horaires et les ateliers prolongent leur activité. Ce rôle technique, exercé localement, marque un déplacement symbolique. L'énergie n'est plus
BBBM n'est plus importée comme un service, elle est maîtrisée comme une compétence. Ces deux parcours ne sont pas exceptionnels. Ils signalent un impact précoce, discret mais cumulatif. Les agriculteurs réorganisent leur cycle, les villages électrifiés développent des usages productifs et les communautés renforcent leur capacité à gérer des infrastructures communes. Dans cette phase initiale, la présence d'Ibrahim Traoré s'inscrit en arrière-plan, par l'orientation donnée au projet plutôt que par des interventions visibles. Le sens de ces récits tient en une question simple. Lorsque les outils deviennent accessibles et reproductibles, la souveraineté cesse-t-elle d'être une idée pour devenir une pratique quotidienne ? La séquence s'ouvre par un déclencheur presque invisible. Des récoltes cessent de pourrir faute de débouchés, non par miracle, mais parce qu'une usine locale commence à absorber la production. Cette activation initiale réduit les pertes post-récolte, stabilise les prix et envoie un signal clair aux coopératives. La valeur peut rester dans le pays. Très vite, l'effet se diffuse, les agriculteurs ajustent leur volume, planifient les livraisons et investissent dans des pratiques plus régulières. La confiance revient parce que le circuit est désormais lisible. Le deuxième temps s'enchaîne sans rupture. Le programme solaire Yellen élargit l'horizon productif. L'énergie, jadis rare et intermittente, devient continue et pilotée localement. Les ateliers prolongent leurs horaires. Les écoles adaptent leurs emplois du temps. Les centres de santé sécurisent les soins de nuit et la chaîne du froid. Cette disponibilité énergétique n'ajoute pas seulement du confort, elle transforme des activités informelles en production mesurable. Les villages électrifiés deviennent des nœuds d'activité capables de soutenir l'agriculture transformée et les services essentiels. Le troisième temps accélère la cadence. Le chantier routier reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire entre en phase opérationnelle. Les distances se contractent, les délais de transport diminuent, les échanges gagnent en prévisibilité. Des centaines de kilomètres asphaltés redessinent les flux commerciaux et reconnectent des régions longtemps isolées. Les marchés urbains reçoivent plus régulièrement les produits transformés. Les commerçants élargissent leurs itinéraires. La logistique cesse d'être un goulet d'étranglement permanent. À ce stade, le mouvement atteint son point culminant. Les secteurs ne progressent plus séparément, ils s'alimentent mutuellement, l'agriculture stabilisée fournit la matière, l'énergie sécurisée garantit la continuité. Les routes assurent l'écoulement. Les hôpitaux, renforcés par l'électricité, consolident la confiance des communautés. Cette interdépendance crée une dynamique auto-renforcée. Derrière cette architecture, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme celui d'un aiguillon méthodique. Privilégier le financement local, exiger la formation de compétences nationales, imposer une discipline d'exécution. Lorsque la phase de tension retombe, elle laisse place à une rémanence durable. Les villages réorganisent leurs horaires de travail. Les agriculteurs planifient leurs cycles selon les capacités de transformation. Les jeunes techniciens créent des ateliers de maintenance. Les communes renforcent leur participation aux projets collectifs. Les initiatives ne dépendent plus uniquement d'une impulsion centrale. Elles s'auto-entretiennent parce que les acteurs locaux se sont appropriés les outils. Cette séquence de l'activation à la rémanence révèle un arc rarement atteint. Le pays n'avance plus par à-coups, mais par continuité. Chaque amélioration ouvre immédiatement la voie à la suivante. La question qui s'impose alors est directe. Cette mécanique peut-elle conserver son rythme lorsque les chantiers initiaux cèdent la place à la gestion du long terme ? Avant les réformes, une part significative de la production maraîchère n'atteignait pas un marché structuré. Aujourd'hui, la transformation locale absorbe une fraction bien plus stable des volumes. Ce passage du baseline au delta illustre une méthode, mesurer des écarts concrets plutôt que proclamer des intentions, selon une logique d'ajustement continu associée à Ibrahim Traoré. Le premier indicateur concerne la production agricole. Une hausse d'environ 40% est observée, non comme un pic isolé, mais comme l'effet combiné de trois leviers. D'abord, la réduction des pertes post-récolte grâce à l'usine de transformation. Ensuite, la prévisibilité des débouchés qui incite les agriculteurs à planifier et à investir. Enfin, la fluidification logistique qui rapproche les zones de production des centres de transformation.
Ce pourcentage signifie une chose simple, davantage de récoltes deviennent vendables, et leur valeur est captée localement plutôt que dissipée. Le deuxième indicateur touche aux échanges commerciaux. Une progression de l'ordre de 25% accompagne l'amélioration des routes et la disponibilité énergétique dans les zones rurales. Cette augmentation ne traduit pas seulement une intensification des flux, elle signale l'entrée de nouveaux producteurs dans des circuits formels, les itinéraires deviennent prévisibles, les délais se contractent et les coûts de transport diminuent. Pour les commerçants, cela se traduit par une rotation plus rapide des stocks et une meilleure confiance entre fournisseurs et acheteurs. La donnée chiffrée sert ici d'outil de lecture. Lorsque la logistique cesse d'être un obstacle permanent, l'activité économique se densifie. Le troisième indicateur concerne la santé publique, avec une diminution d'environ 15% de la mortalité infantile. Ce recul résulte d'un enchaînement précis. L'électricité continue permet le fonctionnement nocturne des équipements. Les centres de santé disposent de chambres froides opérationnelles pour les vaccins. Les formations médicales locales renforcent les compétences disponibles. Ce chiffre ne décrit pas un miracle, mais une addition de conditions rendues possibles par l'énergie et l'organisation. Il indique que des infrastructures techniques peuvent produire des effets sociaux mesurables. Pris isolément, ces chiffres pourraient paraître modestes. Ensemble, ils dessinent une architecture cohérente. L'agriculture fournit la matière. L'énergie assure la continuité. Les routes permettent l'écoulement. La santé consolide la confiance des communautés. Chaque indicateur agit comme un multiplicateur pour les autres. C'est cette interdépendance qui distingue une amélioration ponctuelle d'un changement de trajectoire. La méthode apparaît alors clairement. Les données ne sont pas des trophées. Elles servent à ajuster les politiques, à corriger les goulets d'étranglement et à décider des priorités suivantes. Dans cette lecture, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas de commenter les chiffres, mais d'en faire des instruments de pilotage. Le delta n'est jamais considéré comme acquis. Il devient un point de départ pour l'étape suivante. Reste une interrogation centrale. Ces indicateurs, positifs dans une phase d'accélération, conserveront-ils leur dynamique lorsque la gestion quotidienne remplacera l'élan initial des chantiers? D'abord, un modèle centré sur la production intérieure risque d'isoler le pays. Selon cette lecture, limiter certains partenariats extérieurs ou réduire la dépendance à l'aide internationale priverait l'économie d'investissements massifs, de technologies avancées et d'un accès élargi aux marchés mondiaux. L'enclavement géographique est présenté comme une contrainte structurelle difficilement contournable sans appui extérieur solide. À cela s'ajoute la crainte que l'agriculture transformée localement et le solaire expose le pays aux aléas climatiques et aux fluctuations régionales de la demande. Ensuite, une autre critique avance que met en doute la résilience interne. Les sceptiques estiment qu'un système reposant sur des initiatives locales, même bien coordonnées, manquerait de profondeur face à un choc majeur. Une sécheresse prolongée, une dégradation sécuritaire ou un ralentissement économique régional pourraient, selon eux, fragiliser l'ensemble. Les progrès sont reconnus, mais jugés insuffisants pour absorber des crises d'ampleur sans un soutien extérieur conséquent. Ces critiques prennent appui sur des risques réels. Elles méritent donc une réponse fondée sur la logique observée plutôt que sur l'intention affichée. Les données disponibles montrent que les projets ne fonctionnent pas en silo. L'usine de transformation stabilise les revenus agricoles et réduit l'exposition aux pertes. Le programme solaire Yelen sécurise l'énergie des ateliers, des écoles et des hôpitaux, limitant l'impact des ruptures externes. Les routes réduisent les coûts logistiques et élargissent les débouchés régionaux. Cette architecture intégrée crée une capacité d'absorption progressive des chocs. Dans cette configuration, la stratégie associée à Ibrahim Traoré ne vise pas l'isolement, mais une interdépendance interne maîtrisée. Le pays ne se ferme pas. Il réduit ses vulnérabilités structurelles avant de négocier. Les projets se renforcent mutuellement et compensent leurs fragilités respectives. Cette cohérence constitue précisément la réponse la plus solide aux critiques, car elle transforme des risques identifiés en variables partiellement contrôlables. La question se déplace alors. Il ne s'agit plus de savoir si le modèle est parfait, mais s'il est plus robuste que l'alternative fondée sur la dépendance continue.
Ce point médian ne repose pas sur une annonce spectaculaire, mais sur un basculement de perception. Lorsque l'électricité devient continue dans des dizaines de villages, l'énergie cesse d'être un facteur limitant pour devenir un socle d'organisation. Les ateliers prolongent leurs horaires sans improvisation. Les écoles réajustent leurs cours. Les centres de santé sécurisent en la nuit. Ce qui semblait être un simple apport technique redéfinit en réalité le rythme collectif. À ce stade, le changement décisif tient à la maîtrise locale. Les installations solaires ne sont plus perçues que comme des équipements importés, mais comme des outils entretenus, compris et réparés sur place. Les techniciens, formés localement, assurent la continuité. Les communautés s'approprient la gestion. La dépendance énergétique recule, non par rupture, mais par substitution progressive. C'est ici que le récit se renverse. La souveraineté n'apparaît plus comme un objectif lointain, mais comme une expérience quotidienne. Chaque soir, éclairé, devient une preuve répétée que la décision peut rester au niveau local. Dans cette dynamique, l'action d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans le discours que dans la création de conditions reproductibles. À partir de ce point, la question n'est plus de savoir si le modèle fonctionne, mais comment cette énergie nouvelle reconfigure durablement les équilibres économiques et sociaux. Les transformations engagées deviennent pleinement lisibles lorsqu'on observe leurs effets différenciés sur 4 groupes clés de la société burkinabé. C'est à ce niveau que la logique systémique prend corps et que la méthode associée à Ibrahim Traoré révèle ses implications les plus tangibles. Pour les agriculteurs, l'impact est d'abord économique, puis organisationnel. La présence d'une usine de transformation locale réduit les pertes post-récolte et stabilise les débouchés. Les coopératives structurent leur calendrier, mutualisent le transport et négocient des volumes plus réguliers. Les revenus gagnent en prévisibilité. Cette stabilité permet d'anticiper les saisons, d'investir progressivement et de limiter la dépendance aux acheteurs extérieurs. Le travail agricole cesse d'être uniquement réactif. Il devient planifiable. Pour les entreprises locales, l'effet combiné de l'énergie continue et des routes rénovées change l'équation de compétitivité. Les ateliers fonctionnent sur des horaires étendus. Les artisans modernisent leurs équipements. Les commerces bénéficient d'une rotation plus rapide des stocks grâce à des délais logistiques raccourcis. Cette fluidité réduit les coûts, sécurise les approvisionnements et attire des investissements locaux prudents mais croissants. L'économie informelle s'intègre progressivement dans des circuits plus structurés, sans rupture brutale. Pour la jeunesse et la diaspora, la transformation est à la fois matérielle et symbolique. Les formations techniques locales débouchent sur des emplois immédiats dans le solaire, la maintenance, la santé ou les chantiers routiers. Les compétences acquises trouvent une utilité directe. Pour la diaspora, longtemps hésitante à revenir ou à s'engager, ces évolutions offrent des perspectives concrètes de contribution. Le retour n'est plus seulement affectif, il devient fonctionnel. Dans cette dynamique, l'action d'Ibrahim Traoré est perçue moins comme un discours patriotique que comme un cadre où les compétences nationales prennent de la valeur. Pour la région du Sahel et les territoires pentes voisins, l'exemple burkinabé agit comme un laboratoire. Les pays environnants observent l'enchaînement des projets, transformation agricole, énergie locale, corridors routiers, les échanges régionaux s'intensifient. Certaines communes frontalières s'inspirent de cette logique pour initier leur propre programme. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique, devient un point de référence expérimental. Ces 4 lectures convergent vers un même constat. Les effets observés ne sont ni isolés ni temporaires. Ils dessinent un écosystème où chaque groupe trouve un intérêt direct à la continuité du modèle. La souveraineté cesse d'être abstraite. Elle se manifeste dans des choix quotidiens, reproductibles et partagés. La question qui reste ouverte est alors précise. Cette convergence d'intérêts suffira-t-elle à maintenir l'élan lorsque les bénéfices immédiats laisseront place aux exigences du long terme ? À mesure que l'accélération initiale s'achève, l'horizon des prochains mois devient un espace de bifurcation. Les mêmes éléments, agriculture transformée,
énergie solaire, routes opérationnelles peuvent produire des trajectoires différentes selon la manière dont ils sont entretenus et coordonnés. 3 scénarios se dessinent, sans prétendre figer l'avenir, mais pour clarifier les conditions qui orientent le mouvement. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Les coopératives agricoles consolident leurs pratiques. Les ateliers de maintenance solaire fonctionnent, mais avec des capacités inégales selon les régions. Les routes améliorent durablement les échanges sans créer de ruptures spectaculaires. L'économie progresse par paliers. Le modèle associé à Ibrahim Traoré gagne en crédibilité, mais reste dépendant d'une vigilance constante pour éviter l'érosion des acquis. La souveraineté avance, sans accélération ni recul marqué. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement plus fort. Les compétences locales se diffusent rapidement, les formations techniques produisent une main-d'œuvre suffisante pour assurer la maintenance et l'extension des équipements. Les villages électrifiés développent de nouvelles activités productives. Les échanges régionaux s'intensifient grâce à une logistique plus fluide. Dans cette configuration, chaque secteur amplifie les autres. L'interdépendance interne devient un avantage compétitif. Le pays franchit alors un seuil. Il ne s'agit plus de rattrapage, mais de consolidation active. Le scénario de tension met en lumière les fragilités possibles. Certaines zones peinent à maintenir leurs installations. Les compétences manquent ponctuellement. Les retards de maintenance s'accumulent. Les circuits de distribution restent fonctionnels mais irréguliers. L'énergie solaire demeure disponible, mais son exploitation optimale n'est pas homogène. Le modèle ne s'effondre pas, mais son rythme se fragmente. Les disparités territoriales deviennent plus visibles, ce qui exige des ajustements ciblés. Ces 3 lectures invitent à une même recommandation de méthode. Si les outils sont entretenus, si les compétences lui sont renouvelées, alors l'élan se prolonge. Si ces conditions faiblissent, la dynamique ralentit sans disparaître. La question centrale n'est donc pas de choisir un scénario, mais d'identifier les leviers qui permettent d'orienter le réel vers le plus robuste. À ce stade, le récit dépasse les infrastructures pour rejoindre une expérience plus universelle. Ce qui se joue au Burkina Faso renvoie à des situations familières pour beaucoup, des projets qui tiennent lorsqu'ils répondent à des besoins réels et qui s'essoufflent lorsqu'ils restent abstraits. La transformation observée invite à réfléchir à la manière dont des initiatives collectives prennent racine ou échouent selon leur capacité à s'inscrire dans le quotidien. Pour les citoyens engagés, l'exemple montre qu'un projet gagne en force lorsque chacun peut en mesurer l'utilité directe. Une route praticable, une lumière fiable, un débouché agricole stable créent un rapport concret à l'action publique. La participation n'est plus motivée par un discours, mais par un bénéfice observable. Cette logique rappelle que l'adhésion se construit par l'usage, non par l'annonce. Pour les acteurs associatifs et communautaires, l'expérience burkinabé souligne l'importance de la coordination. Les initiatives isolées peinent à durer. Celles qui s'inscrivent dans un réseau, coopérative, formation, maintenance, gagnent en résilience. Le message est clair, relier les projets entre eux compte autant que leur financement initial. Pour les observateurs extérieurs, enfin le cas étudié invite à reconsidérer la notion d'échelle. Les montants engagés paraissent modestes, mais leur impact se démultiplie lorsqu'ils sont articulés. Cette approche rappelle qu'une transformation durable ne dépend pas uniquement de budgets élevés, mais de la cohérence entre secteurs. 2 leviers simples émergent alors. D'abord, privilégier des outils que les utilisateurs peuvent comprendre et entretenir. Ensuite, créer des boucles de retour rapides où les effets positifs renforcent l'engagement collectif. Ces principes, applicables bien au-delà du contexte burkinabé, rappellent une évidence souvent négligée. Les dynamiques solides naissent lorsque chacun voit où il agit et pourquoi. Pour que les acquis récents se consolident, une feuille de route pragmatique se dessine, fondée sur des actions simples, mesurables et coordonnées. Elle ne promet pas une accélération permanente, mais une continuité maîtrisée, alignée avec la méthode défendue par Ibrahim Traoré. Pour commencer, il s'agit de sécuriser la maintenance locale. Les communes doivent disposer d'équipes dédiées pour l'énergie, les routes et les centres de santé. L'objectif n'est pas l'excellence technique immédiate, mais la continuité de service. Les indicateurs sont concrets. Heures de fonctionnement, délai d'intervention, taux de disponibilité des équipements.
Ensuite, Thomas, il s'agit de renouveler les compétences. Des formations courtes et régulières, centrées sur la réparation solaire, la logistique et la chaîne du froid, permettent d'élargir le vivier de techniciens. Le critère de réussite est clair, l'employabilité locale dans les 6 mois suivant la formation. Cette boucle réduit la dépendance aux expertises extérieures. Puis, il s'agit de la coordination des flux. En reliant coopératives agricoles, transporteurs et ateliers de transformation, il devient possible de réduire les pertes et d'augmenter la rotation des stocks. Le suivi s'effectue par les volumes transformés, la régularité des livraisons et la diminution du gaspillage. Après cela, il s'agit de la gouvernance de proximité. Les projets portés par associations, communes et petites entreprises doivent s'inscrire dans un cadre partagé pour éviter les doublons. L'indicateur clé est le nombre de projets coordonnés à l'échelle locale ou régionale. Ensemble, ces étapes traduisent une logique claire, transformer chaque progrès en standard reproductible. La souveraineté devient alors un processus continu, ajusté par des données et porté par des acteurs locaux. La question décisive est simple, cette discipline d'exécution pourra-t-elle être maintenue lorsque l'attention se déplacera vers d'autres urgences ? Au moment de refermer ce parcours, les visages rencontrés plus tôt reviennent comme des points d'ancrage silencieux. Abdoulaye dans ses champs, Aïcha devant ses panneaux solaires. Leurs gestes ordinaires donnent une épaisseur humaine à ce qui pourrait rester un débat abstrait. Ils rappellent que les transformations durables ne commencent pas par des discours, mais par des usages répétés, ancrés dans le quotidien. Ce fil narratif éclaire la cohérence recherchée. L'usine n'est pas seulement une infrastructure, elle devient une sécurité pour les récoltes. L'électricité n'est pas qu'une technologie, elle structure le temps social. Les routes ne sont pas de simples tracés, elles relient des décisions locales à des marchés réels. Dans cet enchaînement, la souveraineté prend forme par accumulation, non par rupture. La présence d'Ibrahim Traoré traverse ce récit comme un principe de continuité plutôt que comme une figure centrale. Son rôle se lie dans la constance des choix. Privilégier ce qui peut être compris, entretenu et transmis localement. Cette sobriété stratégique contraste avec les approches fondées sur l'annonce et l'urgence. Le motif initial revient alors avec clarté, une récolte sauvée, une lumière maintenue toute la nuit, un service qui fonctionne sans interruption. La conclusion s'impose, simple et sans emphase. La souveraineté se construit pas à pas. L'histoire qui se referme ici ne se limite pas aux frontières du Burkina, du Burkina Faso. Elle interroge plus largement la manière dont des sociétés cherchent à créer de la solidité à partir de ressources limitées. Les transformations observées invitent à déplacer le regard, moins vers la taille des budgets, davantage vers la cohérence des enchaînements et la capacité à durer. Pour ceux qui suivent les Burkina Faso News ou s'intéressent aux trajectoires africaines contemporaines, le cas burkinabé offre un terrain d'observation rare. Il montre qu'un pays peut tenter de reprendre la main sans promettre des miracles, en misant sur des gestes cumulés plutôt que sur des ruptures spectaculaires. Dans cette lecture, l'action associée à Ibrahim Traoré devient un point de départ pour réfléchir, non un modèle à copier. La question finale reste volontairement ouverte. Qu'est-ce qui, dans votre propre contexte, transforme un projet en dynamique durable? Est-ce l'argent engagé, la manière de coordonner les acteurs, ou la capacité à rendre les effets visibles et partageables? C'est dans cet échange d'expériences et de regards que la réflexion se prolonge. Non pour conclure, mais pour continuer à interroger ce que signifie, aujourd'hui, construire une souveraineté concrète et habitée.